Quand les liens du sang se défont, c'est l'âme qui saigne en premier. C'est ce que j'ai pensé en entendant mes propres enfants discuter de mon sort, comme si je n'étais qu'un fardeau, un meuble ancien qu'ils ne savaient plus où placer. Je m'appelle Delphine Martin, j'ai 74 ans et pendant des décennies, j'ai cru que l'amour maternel était l'investissement le plus sûr qu'on puisse faire. Comme je me trompais. Cette matinée d'automne à Paris a commencé comme n'importe quelle autre. L'arôme du café fraîchement préparé remplissait mon petit appartement du 11e arrondissement, pendant que j'arrosais mes violettes sur la fenêtre qui donnait sur la place de la Bastille. Il y avait quelque chose dans l'air ce jour-là, une sensation étrange que je ne pouvais pas nommer, comme si l'univers savait ce qui était sur le point de se produire. Les feuilles jaunies tombaient lentement dans les rues de Paris, dansant au son d'une mélodie que seul l'automne connaît. J'observais ce spectacle de la nature tout en ajustant le châle de laine sur mes épaules. C'était un cadeau que Pierre, mon défunt mari, m'avait offert lors de notre dernier anniversaire de mariage. Pour te réchauffer quand je ne pourrai plus être à tes côtés, avait-il dit, comme s'il savait qu'il partirait avant moi. 20 ans plus tard, ce châle portait encore le poids de ses paroles. Je me souviens d'avoir d'abord ressenti un fourmillement dans le bras gauche, puis un goût métallique dans la bouche. Un frisson m'a parcouru l'échine, non pas de froid, mais d'un pressentiment sombre que je n'ai pas pu ignorer. Mon corps semblait m'alerter de quelque chose que mon esprit ne comprenait pas encore. La tasse de café que je tenais à glisser de mes doigts avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, se brisant sur le plancher de bois ancien. C'était un son étrangement mélodieux, presque comme une introduction à ce qui allait suivre. J'ai essayé d'atteindre le téléphone, mais mes jambes ont cédé. Je suis tombé sur le sol froid en bois, à côté de la petite table où je gardais les photos de Philippe et Isabelle, mes enfants. Le cadre doré de Philippe, toujours impeccable dans ses costumes chers, est tombé à côté de moi. L'ironie ne m'a pas échappé, même son image ne pouvait pas me soutenir à ce moment-là. Le monde autour de moi est devenu flou, et la dernière chose que j'ai vue était leur visage souriant dans des cadres qui avaient coûté plus cher qu'ils n'auraient dû. Avant de perdre complètement conscience, une pensée étrange m'a traversé l'esprit, est-ce que j'ai arrosé toutes les violettes ? Comme si ces petites fleurs étaient les témoins silencieux de ce qui allait venir, comme si j'avais besoin de m'assurer que quelque chose survive à mon absence. Quand je me suis réveillé, 3 jours plus tard, j'étais dans une chambre d'hôpital. La lumière artificielle blessait mes yeux, et je me sentais comme si j'avais vieilli de 20 ans en 72 heures. Les murs blancs et stériles contrastaient drastiquement avec mon appartement douillet, rempli de livres et de souvenirs. Là, je n'étais qu'un corps de plus dans un lit, un ensemble de symptômes et de mesures, pas la Delphine qui avait formé des générations d'étudiants français, qui connaissaient par cœur les vers de Baudelaire, qui préparait le meilleur coq au vin du quartier. Le médecin a expliqué que j'avais subi un AVC ischémique. Vous avez eu de la chance, Madame Martin. Votre voisine vous a trouvé à temps, a-t-il dit, avec ce mélange particulier de distance professionnelle et de compassion répétée. C'est Madame Rousseau qui a appelé l'ambulance. Elle a dit qu'elle avait entendu un bruit et s'est inquiétée quand vous n'avez pas répondu à la porte. Madame Rousseau, la veuve du 3e étage, avec qui j'échangeais rarement plus que des salutations polies. C'est elle, pas mes enfants, qui a remarqué mon absence. De la chance ? Je n'en étais pas si sûre. Était-ce de la chance de rester en vie pour découvrir des vérités que j'aurais peut-être préféré ne jamais connaître ? Ma langue semblait un morceau de plomb dans ma bouche, et le côté droit de mon corps était paralysé. La sensation était indescriptible, la moitié de moi répondait encore aux commandes, l'autre moitié était devenue une présence étrange, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. J'ai essayé de parler, mais seuls des sons inintelligibles sortaient. La frustration d'avoir des pensées claires piégées dans un corps qui n'obéissait pas était presque aussi douloureuse que l'AVC lui-même. C'est alors que j'ai remarqué que la porte de la chambre était entr'ouverte, et que des voix familières venaient du couloir. L'acoustique de l'hôpital était parfaite pour des confidences non intentionnelles, des murs fins, des corridors qui amplifiaient chaque chuchotement. Et ainsi, immobile dans mon lit, je suis devenu involontairement témoin d'une conversation que je n'aurais jamais dû entendre. Combien de temps va-t-elle rester comme ça ? C'était la voix de Philippe, mon fils aîné.
Ce timbre grave et contrôlé qu'il utilisait lors de réunions importantes, le même ton qu'il employait lorsqu'il négociait l'achat d'une nouvelle voiture ou discutait des termes contractuels. Impersonnel, pragmatique, calculateur. Le médecin a dit que ce pourrait être un long processus de récupération, a répondu Isabelle, ma fille cadette. Sa voix a toujours eu cette qualité mélodique, héritée de son père, mais maintenant elle sonnait tendue, avec une note d'impatience que je n'avais jamais remarquée auparavant. Ou peut-être que je n'avais simplement jamais voulu la remarquer. Et combien tout cela va-t-il coûter? Nous devons être pratiques. Elle a 74 ans, Isabelle. Ces mots m'ont frappé comme un second AVC. Philippe a toujours été pragmatique, l'administrateur exemplaire, le fils qui planifiait tout méticuleusement. J'admirais cette qualité chez lui, je la voyais comme un reflet de mes propres efforts pour l'élever à être indépendant après la mort précoce de son père. Mais jamais, même dans mes cauchemars les plus sombres, je n'aurais imaginé qu'il mettrait un prix sur ma vie. L'assurance couvrira une partie, mais après? Qui va s'occuper d'elle? J'ai ma carrière, tu as tes enfants. Nous ne pouvons pas simplement mettre nos vies en pause. Sa voix était froide, méthodique, comme s'il discutait de la logistique d'un projet quelconque, pas de l'avenir de la femme qu'il avait mis au monde, qui avait tenu sa main lors de son premier jour d'école, qui était restée éveillée d'innombrables nuits quand il avait eu de la fièvre à 8 ans. Peut-être vaut-il mieux, tu sais, laisser la nature suivre son cours. La phrase a flotté dans l'air comme une condamnation à mort. Laisser la nature suivre son cours, un euphémisme élégant pour la laisser mourir. C'était Isabelle qui avait dit cela, ma douce Isabelle, qui pleurait devant des films romantiques et écrivait des poèmes à l'adolescence. La même Isabelle qui m'appelait tous les dimanches, des conversations superficielles que je réalisais maintenant n'être qu'un rituel vide, dépourvu de véritable connexion. Mon cœur s'est brisé à cet instant. Les machines à côté de moi ont enregistré le changement, un bip plus rapide, une ligne qui a oscillé sur le moniteur. Mais aucun équipement médical ne pouvait mesurer la profondeur de la blessure qui venait d'être ouverte. Mes propres enfants, que j'avais élevés seuls après la mort de Pierre, mon mari, il y a 20 ans, envisageaient de me laisser partir. Comme si je n'étais qu'un problème logistique à résoudre. Penses-tu que nous sommes cruels? La voix d'Isabelle tremblait maintenant légèrement, un dernier vestige de conscience luttant contre la commodité. Nous sommes réalistes, a répondu Philippe, et j'ai presque pu le voir ajuster la cravate chère qu'il portait toujours, un geste caractéristique quand il avait besoin de réaffirmer sa position. Maman nous a toujours appris à être pratiques. Elle comprendrait. Non, je ne comprendrais pas. Je ne comprendrais jamais comment l'amour pouvait être si facilement supplanté par le calcul froid des coûts et des bénéfices. Comment les sourires lors de nos déjeuners dominicaux mensuels pouvaient cacher un tel détachement? Comment les cadeaux coûteux à Noël et aux anniversaires n'étaient que des monnaies d'échange pour apaiser la conscience? Ils ne savaient pas que je pouvais les entendre. Ils n'ont pas réalisé que, bien que mon corps soit compromis, mon esprit était parfaitement lucide. Les médecins avaient expliqué à mes enfants que j'étais consciente, que je pouvais comprendre ce qui se passait autour de moi, mais ils semblaient avoir ignoré cette information. Ou peut-être, au fond, ne se souciaient-ils pas que je connaisse la vérité. Chacun de leurs mots s'enfonçait dans mon âme comme de petits poignards. Et l'appartement, a demandé Isabelle, la voix maintenant plus ferme, comme si la mention de biens matériels l'éloignait de la question morale inconfortable qu'ils venaient de discuter. Nous devrons le vendre, bien sûr. Nous ne pouvons pas le garder vide, et les impôts sont absurdes dans ce quartier. Mon appartement. Mon refuge. Chaque coin soigneusement décoré avec les souvenirs de toute une vie. L'étagère où je gardais les livres que j'avais utilisés pour enseigner la littérature pendant 4 décennies. Le fauteuil où Pierre lisait le journal les dimanches matins. Les rideaux en dentelle que j'avais achetés lors d'un voyage à Bruxelles. Tout réduit à des chiffres dans un tableau, à un actif à liquider. Je pense que nous pouvons obtenir un bon prix, a continué Philippe. Le marché immobilier à Paris est en hausse, surtout dans cette zone. Et ses affaires? Ses livres, ses vêtements, les antiquités?
nous pouvons garder ce qui a une valeur sentimentale ou financière. Le reste, eh bien, il y a des entreprises spécialisées dans le vidage d'appartements. Vider. Comme si ma vie pouvait être vidée, emballée dans des boîtes, distribuée comme les restes d'un dîner que personne ne veut emporter à la maison. 50 ans d'existence à Paris réduit à ce qui a de la valeur et le reste. La conversation a continué, détaillant des plans, divisant ma vie avant même que je ne sois parti. Ils ont discuté de mes investissements, du petit héritage que j'avais reçu de mes parents, de l'assurance vie que Pierre avait laissée et à laquelle je n'avais jamais touché, préférant la garder pour eux. Ils ont parlé de la possibilité d'une maison de retraite, si elle se remet partiellement, de qui prendrait le service de porcelaine chinoise qui était un cadeau de mariage, de qui assumerait la responsabilité des aspects pratiques, si je mourais. Si. Pas quand. Si. Comme si ma mort était maintenant une option pratique à considérer, pas une inévitabilité naturelle à retarder le plus longtemps possible. Une infirmière est passée dans le couloir, et ils ont brusquement changé de sujet. La porte de ma chambre s'est complètement ouverte, et ils étaient là, mes enfants, arborant ces sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux. « Maman, c'est bien que tu sois réveillée », a dit Isabelle, s'approchant du lit avec ce qui semblait être une préoccupation authentique. Si je n'avais pas entendu la conversation quelques minutes auparavant, j'aurais cru à sa performance. « Les médecins disent que tu récupères bien », a ajouté Philippe, se tenant un peu plus à l'écart, comme si la vue de mon corps affaibli le dérangeait. Ou peut-être était-ce simplement la vue de l'investissement que je représentais maintenant. J'ai essayé de parler, de leur dire que j'avais tout entendu, que je connaissais la vérité derrière leur masque de préoccupation filiale. Mais ma bouche refusait de former des mots, seuls des sons inarticulés s'échappaient. Ils ont interprété cela comme de la confusion, un effet de l'AVC. « Tout va bien, maman, ne te fatigue pas », a dit Isabelle, arrangeant mon oreiller avec une fausse sollicitude. « Nous sommes là pour prendre soin de toi. » Cette nuit-là, seule dans la chambre d'hôpital, avec le bruit des équipements médicaux comme seule compagnie, j'ai pris une décision. L'AVC avait paralysé la moitié de mon corps, mais avait éveillé quelque chose en moi qui avait été endormi depuis trop longtemps, ma force intérieure, mon autodétermination, ma volonté de vivre, pas seulement survivre, dans les années qu'il me restait. Si je survivais, si je parvenais à me rétablir, rien ne serait plus comme avant. Je ne serais plus la mère dévouée qui plaçait les besoins de ses enfants au-dessus des siens. Je ne serais plus la veuve résignée, vivant de souvenirs et de petites routines. Je ne serais plus la grand-mère généreuse qui renonçait à ses rêves pour financer les leurs. À ce moment-là, accompagnant la douleur physique qui pulsait dans mon corps, est née une résolution silencieuse, je récupérerai. Non pas pour eux, mais malgré eux. Et quand je serais assez forte, quand je pourrais à nouveau parler et marcher, je réécrirai la fin de cette histoire à ma façon. Cet AVC n'a pas seulement divisé ma vie en avant et après, il a déchiré le voile de l'illusion que j'avais sur ma famille. Il m'a montré la vérité nue et crue sur les liens que je croyais inébranlables. Et, paradoxalement, en me montrant le pire de la nature humaine, il m'a aussi donné la chance de redécouvrir le meilleur en moi-même. La nuit avançait, et Paris brillait au-delà de la fenêtre de l'hôpital. Des lumières que je ne pouvais pas voir de mon lit, mais que je savais être là, comme elle l'avait toujours été. La ville lumière, qui avait été témoin de tant de chapitres de ma vie, serait maintenant le théâtre de ma transformation la plus profonde. Durant les semaines suivantes, j'ai reçu des visitatives de mes enfants. 15 minutes ici, 20 minutes là. Toujours avec des regards sur l'horloge, toujours avec des excuses sur les réunions, les engagements, la vie trépidante de Paris. Le trafic est impossible, maman, les clients sont très exigeants sur ce projet, les enfants ont tellement d'activités. Des excuses répétées comme un mantra pour apaiser la culpabilité qu'ils ressentaient peut-être, ou peut-être simplement pour maintenir les apparences devant l'équipe médicale. Ils apportaient des fleurs qui se fanaient sans être changées, des chocolats qui restaient intacts sur la table de chevet parce que je ne pouvais pas encore avaler des aliments solides, des magazines de mode que je n'avais jamais montré d'intérêt à lire. Des cadeaux vides de ceux qui remplissent une obligation.
Dans les intervalles entre leurs visites protocolaires, j'observais d'autres patients recevant des proches qui restaient des heures à leur côté, qui apportaient des photos de la maison, qui racontaient les nouvelles du quartier, qui tenaient simplement leurs mains dans un silence solidaire. La différence était criante, et de plus en plus difficile à ignorer. L'infirmière Mathilde, une jeune femme d'origine sénégalaise aux yeux gentils et aux mains habiles, était celle qui prenait vraiment soin de moi. C'est elle qui a tenu ma main durant les nuits de douleur, qui m'a aidé avec les premiers exercices de physiothérapie, qui m'a donné un bain quand je ne pouvais pas le faire moi-même. C'est elle qui a remarqué mes progrès, qui a célébré quand j'ai pu bouger le premier doigt de ma main droite, qui a apporté un petit miroir pour que je puisse voir mon visage, même si la moitié était encore paralysée. « Madame Martin, vous êtes plus forte que vous ne le pensez », disait-elle, tout en m'aidant à m'asseoir dans le lit, un processus douloureux qui exigeait toute ma détermination. J'ai déjà vu des patients dans des situations pires se rétablir complètement. Le corps a une sagesse que nous ne comprenons pas toujours. Je voulais la croire. J'avais besoin de la croire. Non pas pour ma famille, mais pour moi-même. Pour la Delphine qui avait été professeure de littérature pendant 40 ans, qui avait voyagé seule dans le monde après la mort de Pierre, qui avait construit une vie que, jusqu'alors, je considérais comme réussie. Les séances de physiothérapie étaient épuisantes. Chaque petit mouvement qui était auparavant automatique exigeait maintenant une concentration absolue et un effort herculéen. Réapprendre à tenir une cuillère, à avaler des liquides sans s'étouffer, à prononcer des mots simples, c'était des batailles quotidiennes contre un corps qui semblait être devenu mon ennemi. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, j'ai récupéré des fonctions. Un doigt qui bougeait. La paupière qui recommençait à cligner normalement. La langue qui commençait à articuler des syllabes reconnaissables. De petites victoires qui, pour tout observateur externe, pourraient sembler insignifiantes, mais qui pour moi représentaient des pas vers la liberté. Un jour, alors que Mathilde m'aidait avec les exercices, elle a mentionné de façon désinvolte, « Votre maison doit être pleine de souvenirs, n'est-ce pas ? Vos enfants ont mentionné que vous habitez le même appartement depuis plus de 30 ans. » Ce fut comme si la foudre m'avait frappé. Mon appartement. Ma maison rue Oberkampf, achetée avec tant de sacrifices, décorée avec tant d'amour. L'endroit où j'ai élevé mes enfants, où j'ai vécu avec Pierre, où j'ai construit une vie. Que faisaient Philippe et Isabelle avec elle pendant que j'étais là, confinée dans ce lit d'hôpital ? L'idée a commencé à se former dans mon esprit à ce moment précis. Encore nébuleuse, encore incomplète, mais présente, comme une graine plantée dans un sol fertile. S'il considérait ma vie comme jetable, s'il voyait mon appartement uniquement comme un actif à liquider, s'il envisageait ma maladie comme un inconvénient logistique, que serait-il prêt à faire d'autre ? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Leurs mots résonnaient dans mon esprit, peut-être vaut-il mieux laisser la nature suivre son cours. Attendait-il simplement que je meure pour vendre mon appartement, diviser mes économies, se débarrasser des problèmes que je représentais ? Quand l'aube est arrivée, ma détermination était cristalline. Je devais agir, et je devais agir rapidement. Avant qu'il ne soit trop tard, avant que je ne perde le contrôle sur le peu qu'il me restait, ma volonté. Le lendemain matin, j'ai demandé à Mathilde de m'apporter du papier et un stylo. Avec ma main gauche, puisque la droite ne répondait pas encore, j'ai écrit un billet tremblant, les lettres désalignées reflétant l'effort immense que ce simple acte exigeait. J'ai besoin de parler à mon notaire. Urgent. Mathilde a hésité. Êtes-vous sûre, madame ? Vous êtes encore en convalescence. Ne serait-il pas préférable d'attendre quelques jours de plus ? J'ai acquiescé avec toute la force que j'ai pu rassembler. Non, je ne pouvais pas attendre. J'avais maintenant un sentiment d'urgence. Une urgence qui n'existait pas quand j'étais en bonne santé, croyant à l'amour inconditionnel de mes enfants. Une urgence née de la trahison, de la désillusion, du besoin de protéger ce qui était mien, pas seulement mes biens matériels, mais ma dignité, mon autonomie, mon droit de décider de mon propre destin. Le notaire, Monsieur Leclerc, était un vieil ami. Nous avions étudié ensemble à la Sorbonne, des décennies auparavant,
avant que la vie ne nous emmène sur des chemins différents. Lui vers le droit, moi vers le saignement. Nous avions gardé contact au fil des ans, et c'est lui qui s'était occupé de toutes les questions juridiques après la mort de Pierre. Il est arrivé en fin d'après-midi, avec sa mallette en cuir usé et ses lunettes sur le bout du nez, apportant avec lui l'arôme familier du tabac de pipe et de la lotion après rasage qu'il utilisait depuis que je le connaissais. Dès que Mathilde nous a laissés seuls, je lui ai remis un autre billet que j'avais préparé, chaque mot soigneusement pensé pendant les longues heures de solitude: je veux changer mon testament. Immédiatement. Je ne fais plus confiance à mes enfants. Il m'a regardé longuement, ses yeux révélant de l'inquiétude et peut-être une touche de tristesse. Il connaissait Philippe et Isabelle depuis qu'ils étaient enfants. Il avait été invité à leur remise de diplôme, à leur mariage. Delphine, êtes-vous sûre? Les décisions prises dans des moments de fragilité. Je l'ai interrompu d'un geste décidé. J'ai recommencé à écrire, les mots sortant de travers, mais ma détermination était plus ferme que jamais. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu dans le couloir, ce que je soupçonnais être en train de se passer avec mon appartement, comment je me sentais trahi par ceux qui auraient dû me protéger quand j'étais le plus vulnérable. Quand j'ai terminé, il a lu en silence, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il absorbait mes souhaits. J'ai vu son expression passer de l'incrédulité initiale à une compréhension sombre. Finalement, il a acquiescé. Je reviendrai demain avec les documents préparés. Mais réfléchissez bien, Delphine. 50 ans d'amitié me donnent le droit de demander cela. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits. Il avait raison, bien sûr. Ce que je prévoyais de faire changerait irrévocablement ma relation avec mes enfants. Mais en même temps, n'était-ce pas eux qui avaient déjà brûlé le pont le plus important? Le pont de la confiance, du respect, de l'amour authentique? Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond de l'hôpital, les larmes coulant silencieusement sur mon visage. La pénombre de la chambre cachait partiellement les taches d'humidité au plafond, formation irrégulière qui ressemblait à des cartes de terres inconnues. Des terres vers lesquelles j'étais peut-être sur le point de partir. Je ne pleurais pas à cause de la maladie, ni par peur de la mort. Je pleurais pour la mort de l'amour que je croyais exister. Pour la naïveté qui m'avait fait penser que le sacrifice serait toujours reconnu, que le dévouement serait toujours honoré. Pendant que les médecins luttaient pour sauver mon corps, je savais qu'une partie de mon âme était déjà partie. L'AVC n'était pas seulement un accident biologique, c'était l'événement qui avait révélé la vérité sur ma vie, sur mes enfants, sur les choix que j'avais faits. Et tandis que Paris dormait sous un ciel étoilé, je me suis juré que si je survivais, si mes membres recommençaient à m'obéir, si ma voix revenait, je ne serais plus la même Delphine. La femme qui se réveillerait de ce cauchemar serait quelqu'un de nouveau, avec une mission claire et une détermination de fer. Je survivrais. Non seulement à l'AVC, mais à la trahison la plus douloureuse de toutes, l'indifférence de mes propres enfants. Et quand je me rétablirai suffisamment, je leur montrerai que sous-estimer une mère blessée peut être la plus grande erreur que quelqu'un puisse commettre. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si vous découvriez que ceux que vous aimez le plus vous voient simplement comme un fardeau? Continuez à regarder pour savoir comment j'ai transformé la plus grande douleur de ma vie en la plus grande libération que j'ai jamais connue. Ce qui suit va changer votre vision de la famille, du pardon et de la justice. Les jours à l'hôpital se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Paris a changé de saison dehors, les feuilles sont tombées, la neige est venue et repartie, pendant que je menais ma bataille particulière à l'intérieur de ces murs blancs. La physiothérapie était douloureuse. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, exigeait un effort monumental. J'ai appris à valoriser les petites victoires, réussir à bouger un doigt, puis la main entière, enfin fléchir le bras. Ma parole est revenue peu à peu, comme un ruisseau timide qui prend de la force après la sécheresse. Mathilde, j'ai réussi à prononcer un jour, après des semaines de thérapie du langage. L'infirmière a pleuré de joie et m'a serré dans ses bras, quelque chose que mes enfants n'avaient jamais fait depuis l'AVC. Philippe et Isabelle continuaient avec leurs visites sporadiques. J'ai remarqué qu'ils venaient toujours aux heures où les médecins étaient disponibles,
posant des questions techniques sur mon état, sur les coûts, sur le pronostic à long terme. Ils n'ont jamais demandé comment je me sentais, ce que je pensais, quelles étaient mes peurs. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer les regards qu'ils échangeaient quand ils pensaient que je n'étais pas attentive. Des conversations chuchotées dans le couloir, des appels téléphoniques passés à la hâte. Quelque chose se passait, et j'avais un fort soupçon de ce que c'était. 3 mois après l'AVC, quand je pouvais déjà rester assise dans le fauteuil roulant pendant quelques heures, j'ai demandé à Mathilde de m'emmener au jardin de l'hôpital. L'air frais de Paris m'a accueilli comme un vieil ami, et le parfum des fleurs du début du printemps a fait monter les larmes aux yeux. Puis-je demander une faveur, Mathilde, ai-je demandé, ma voix encore un peu traînante, mais de plus en plus ferme. Bien sûr, Madame Martin. Je veux que vous alliez à mon appartement. J'ai une clé supplémentaire cachée sous le pot de géranium à l'entrée. J'ai besoin que vous vérifiiez certaines choses pour moi. Mathilde a hésité. Je ne suis pas sûre que ce soit approprié. S'il vous plaît, ai-je insisté. C'est important. Vous avez été plus une famille pour moi ces derniers mois que mes propres enfants. Le lendemain, Mathilde est arrivée avec une expression sombre. Elle a attendu que nous soyons seuls pour parler. Madame Martin, je suis désolée. L'appartement, il semble qu'il fasse des changements. Il y a des cartons partout, certains meubles ont été enlevés, et j'ai trouvé ceci sur la table de la cuisine. Elle m'a remis un dépliant d'une agence immobilière. Mes mains ont tremblé en tenant le papier. Appartement de charme près de la place de la Bastille, récemment rénové. MON appartement. Mes enfants vendaient ma maison pendant que je luttais pour ma vie à l'hôpital. À ce moment-là, la dernière étincelle de doute que je nourrissais s'est éteinte. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de commodité. Il s'agissait d'effacer mon existence, comme si j'étais déjà morte. Mathilde, j'ai besoin que vous fassiez encore une chose pour moi, ai-je dit, avec une détermination renouvelée dans ma voix. Appelez Monsieur Leclerc à nouveau. Dites-lui que j'ai besoin de finaliser ces documents. Immédiatement. 2 semaines plus tard, quand je pouvais déjà faire quelques pas avec l'aide d'une canne, j'ai reçu une visite inattendue. C'était Claudine, mon ancienne collègue de l'école où j'avais enseigné pendant des décennies. Delphine, s'est-elle exclamée, m'embrassant avec précaution. Je viens juste de l'apprendre. Pourquoi tes enfants ne m'ont-ils pas prévenu avant? Je lui ai tout raconté, l'AVC, les conversations que j'avais entendues, la découverte concernant l'appartement. Claudine était horrifiée. Mais c'est monstrueux. Tu dois les confronter. Pas encore, ai-je répondu. D'abord, j'ai besoin de me rétablir complètement. Et j'ai besoin d'un endroit où rester quand je sortirai d'ici. Claudine n'a pas hésité, ma maison est ta maison, tu le sais. Pierre et moi avons toujours su que nous pouvions compter l'un sur l'autre, et cela ne change pas maintenant qu'ils sont partis. Pour la première fois en moi, j'ai senti une chaleur dans ma poitrine. L'amitié véritable, quelque chose que j'avais oublié comment c'était. Dans les semaines suivantes, j'ai intensifié ma thérapie. Chaque pas douloureux, chaque exercice épuisant était alimenté non seulement par la volonté de récupération, mais par un nouveau but. Je voulais être assez forte pour affronter mes enfants, pour reprendre le contrôle de ma vie. Les médecins ont été impressionnés par mes progrès. C'est extraordinaire, Madame Martin, a commenté Dr. Leroy. Votre détermination est admirable. Ils ne savaient pas que j'étais motivée non seulement par l'instinct de survie, mais par quelque chose de plus profond, la volonté de reprendre les rênes de mon destin. Un jour, Philippe est apparu seul. Il semblait nerveux, ajustant constamment la cravate chère qu'il portait. « Maman, nous devons parler de l'avenir », a-t-il commencé, s'asseyant au bord du lit. « Les médecins disent que tu t'améliores, mais tu auras encore besoin de soins spéciaux quand tu sortiras d'ici. » J'ai maintenu mon expression neutre, bien qu'intérieurement je bouillonnais. « Isabelle et moi avons réfléchi », a-t-il continué, peut-être vaut-il mieux vendre l'appartement. Il est ancien, il a des escaliers, il n'est pas adapté pour quelqu'un dans ta condition.
Nous pourrions utiliser l'argent pour payer une bonne maison de repos, avec des infirmiers 24 heures sur 24. Une maison de repos, ai-je répété, laissant transparaître la première étincelle d'indignation. Oui, nous en avons déjà visité quelques-unes. Il y en a une excellente à Saint-Germain-en-Laye, avec des jardins magnifiques. Tu as toujours aimé les fleurs, n'est-ce pas? C'était surréaliste. Mon fils parlait comme s'il m'offrait des vacances, et non comme s'il m'exilait dans un asile pendant qu'il se partageait l'argent de la vente de mon appartement. Et mes affaires? Mes souvenirs? Les lettres de ton père? Les livres que j'ai collectionnés pendant des décennies, ai-je demandé, gardant ma voix calme. Il a fait un geste vague de la main. Nous garderons ce qui est important. Le reste, eh bien, tu sais comme les appartements à Paris sont petits. Il n'y a pas de place pour accumuler. Accumuler? Le mot m'a frappé comme une gifle. C'est comme ça que tu vois ma vie? Comme une accumulation? Pour la première fois, Philippe a semblé se rendre compte que quelque chose n'allait pas, ce n'est pas ce que je voulais dire, maman. Nous sommes juste pratiques. Pratique, ai-je répété. Comme quand vous avez discuté pour me laisser partir dans le couloir de l'hôpital? Son visage a pâli. Tu as entendu ça? J'ai tout entendu, Philippe. Chaque mot. Chaque calcul froid sur combien il en coûterait de garder ta mère en vie. Chaque considération sur combien ce serait gênant de devoir prendre soin de moi. Maman, tu ne comprends pas. Nous étions sous le choc, inquiets. Inquiets de quoi? De ma santé ou de mon héritage? Il s'est levé, visiblement perturbé. Je pense que nous devrions parler quand tu seras plus calme. Clairement, l'AVC a affecté plus que ton corps. Cette insinuation que j'étais mentalement instable a été la goutte d'eau. Sors, ai-je ordonné, ma voix maintenant ferme et autoritaire comme à l'époque où j'enseignais. Sors maintenant et ne reviens pas jusqu'à ce que je t'appelle. Après que Philippe soit parti, je me suis effondrée en larmes. Non pas de tristesse, mais de colère. Colère contre moi-même pour avoir été si aveugle pendant si longtemps. Comment n'ai-je pas remarqué le type de personne que mes enfants étaient devenus? Ou avait-il toujours été ainsi, et je refusais simplement de le voir? Cette nuit-là, j'ai fait une liste mentale de tout ce que je devais résoudre avant de sortir de l'hôpital. Le testament était déjà modifié. Monsieur Leclerc s'en était occupé. Mais il y avait encore l'appartement, mes comptes bancaires, mes investissements. Si Philippe et Isabelle pensaient qu'ils pouvaient simplement prendre le contrôle de ma vie, ils se trompaient lourdement. Le jour suivant, un représentant de la banque est venu à l'hôpital à ma demande. J'ai signé les documents nécessaires pour bloquer l'accès de mes enfants à mes comptes, accès que j'avais naïvement accordé des années auparavant, par précaution. C'était aussi ce jour-là que j'ai pris une décision qui changerait tout. Quand je sortirais de l'hôpital, je n'irais pas dans une maison de repos à Saint-Germain-en-Laye. Je ne retournerai pas non plus dans mon appartement, même si je parvenais à empêcher la vente. Non, j'irai beaucoup plus loin. Aussi loin que possible des souvenirs de cette trahison, de cette douleur qui me consumait de l'intérieur comme un second AVC, plus lent et plus cruel. Dans la séance de physiothérapie de cet après-midi-là, j'ai trouvé des forces que je ne savais pas avoir. Je me suis levé avec l'aide des barres parallèles et j'ai fait 10 pas consécutifs, un record personnel. Extraordinaire, Madame Martin, s'est exclamé le physiothérapeute. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui? J'ai souri, un sourire qui contenait autant de détermination que de tristesse. Disons que j'ai un long voyage devant moi, et j'ai besoin d'être prête pour cela. Il n'a pas compris l'étendue de mes paroles. Personne ne comprenait encore. Mais bientôt, tout le monde saurait. Surtout mes enfants. 4 mois après l'AVC qui avait failli me tuer, j'étais prête pour un nouveau départ. Un début que personne, pas même moi, n'aurait pu imaginer. Le printemps est arrivé à Paris avec toute sa force, comme si la nature voulait célébrer ma récupération. Après 4 mois à l'hôpital, j'ai finalement reçu mon congé médical. Contre toutes les attentes, celles des médecins et surtout celles de mes enfants, j'étais de nouveau debout.
Bien sûr, je n'étais pas la même Delphine qu'avant. Mon côté droit présentait encore une certaine faiblesse, et j'avais besoin d'une canne pour me déplacer en toute sécurité. Ma parole, bien que compréhensible, portait encore une légère hésitation. Mais mon esprit était plus clair que jamais, aiguisé par la souffrance et la révélation. Philippe et Isabelle sont apparus pour venir me chercher, apportant de nouveaux vêtements et des sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux. Tous deux semblaient mal à l'aise, comme des acteurs dans une pièce pour laquelle ils n'avaient pas suffisamment répété. Nous avons tout préparé dans la maison de repos, maman, a dit Isabelle, m'aidant à enfiler un manteau. Ta chambre donne sur le jardin, exactement comme tu l'as toujours aimé. J'ai souri, le plus doucement possible. Quelle gentillesse, ma chérie. Mais il y a eu un changement de plan. Les deux se sont regardés, confus. Je ne vais dans aucune maison de repos, ai-je continué, ma voix gagnant en fermeté à chaque mot. Claudine m'attend dehors. Je resterai avec elle pendant quelques semaines, jusqu'à ce que tout soit organisé. Organisé? Qu'est-ce qui est organisé? Philippe a demandé, avec une note d'alarme dans sa voix. Ma nouvelle vie, ai-je simplement répondu. Claudine, fidèle à sa parole, m'attendait dans le hall de l'hôpital avec un taxi. Mes enfants nous ont suivis, protestant, posant des questions que j'ai délibérément ignorées. Quand le taxi est parti, j'ai vu dans le rétroviseur leur silhouette qui diminuait, semblant perdue et, pour la première fois, véritablement préoccupée. Pas pour ma santé, bien sûr. Mais pour ce que j'aurais pu découvrir, pour ce que je pourrais faire maintenant que j'étais libre de leur contrôle. L'appartement de Claudine dans le 16e arrondissement était spacieux et accueillant. Elle avait préparé la chambre d'amis avec soin, mettant des fleurs fraîches et des livres sur la table de chevet. Reste aussi longtemps que nécessaire, a-t-elle dit, pendant que nous prenions le thé sur la terrasse qui donnait sur le bois de Boulogne. Ma maison est ta maison. Dans les jours qui ont suivi, mes enfants ont appelé sans cesse. Ils ont laissé des messages, envoyé des emails. Soudainement, ils étaient désespérés de me parler, quelque chose qui ne semblait pas si urgent quand j'étais confiné à l'hôpital. Une semaine plus tard, j'ai accepté de les rencontrer au café près de l'appartement de Claudine. J'ai choisi un lieu public à dessein, je voulais des témoins pour ce qui était sur le point de se produire. Ils sont arrivés ensemble, comme s'ils avaient besoin l'un de l'autre pour affronter la nouvelle version de la mère qu'ils pensaient si bien connaître. Ils se sont assis en face de moi, nerveux, remuant leur tasse de café. « Maman », a commencé Philippe, toujours le porte-parole quand il s'agissait de sujets délicats. « Nous sommes inquiets. Tu as quitté l'hôpital contre nos recommandations, tu refuses d'aller dans un endroit où tu pourrais recevoir les soins appropriés. Contre vos recommandations, ai-je interrompu, ma voix étonnamment calme. Ou contre vos plans pour mon appartement ? Le silence qui a suivi était plus éloquent que n'importe quel aveu. Nous savons pour le dépliant de l'agence immobilière, ai-je continué. Nous savons que vous prépariez la vente de mon appartement pendant que je luttais pour ma vie. Nous savons que vous avez vidé mes armoires, emballé mes souvenirs comme s'ils étaient des déchets à jeter. Ce n'est pas vraiment comme ça, a essayé Isabelle, sa voix tremblant légèrement. Nous étions juste en train d'être pratique, ai-je complété. Oui, cela semble être votre mot préféré ces derniers temps. Eh bien, j'ai aussi décidé d'être pratique. J'ai sorti de mon sac une enveloppe et l'ai posée sur la table. Ceci est une copie de mon Nouveau Testament. L'original est en sécurité avec Monsieur Leclerc, qui, dois-je ajouter, a été assez surpris par votre comportement. Philippe a pris l'enveloppe d'une main tremblante. Au fur et à mesure qu'il lisait, son expression passait de la confusion à l'incrédulité, et finalement à la colère. « C'est absurde », s'est-il exclamé. « Tu ne peux pas faire ça. »« Je peux et je l'ai fait », ai-je répondu calmement. « Mon appartement, mes économies, tout ce que j'ai construit dans ma vie, rien de tout cela n'ira à vous. Chaque centime sera donné à des organisations caritatives qui s'occupent des personnes âgées abandonnées par leur famille. » Ironiquement approprié, ne trouvez-vous pas? Mais maman, a protesté Isabelle, les larmes commençant à se former dans ses yeux,
nous sommes ta famille. Tu ne peux pas simplement nous déshériter comme ça. Famille, ai-je répété, laissant le mot flotter dans l'air un moment. La famille ne discute pas pour savoir si elle doit laisser la nature suivre son cours quand un être cher est malade. La famille ne vend pas la maison de quelqu'un sans son consentement. La famille ne transforme pas 50 ans de souvenirs en objets jetables. J'ai pris une gorgée de mon thé, les observant par-dessus le bord de la tasse. Et ce n'est pas tout. J'ai également demandé à Monsieur Leclerc de transférer immédiatement une somme importante de mes économies sur un compte auquel vous n'avez pas accès. Pourquoi faire, a demandé Philippe, sa voix maintenant un mélange de colère et de panique. Pour ma nouvelle vie, ai-je simplement répondu. C'est alors que je leur ai parlé de mon plan. Un plan qui avait commencé à prendre forme durant ces nuits solitaires à l'hôpital, pendant que je contemplais le plafond blanc et réévaluais chaque choix que j'avais fait. J'ai vendu mon appartement, ai-je annoncé. Pas à l'agence immobilière que vous aviez contactée, mais à un jeune couple qui rêvait d'habiter dans ce quartier. Ils m'ont payé un prix juste, bien plus que l'offre ridicule que vous aviez acceptée, dois-je ajouter. Leurs visages ont pâli simultanément. L'appartement était, après tout, le gros lot dans la loterie de l'héritage qu'ils avaient planifié. Et que vas-tu faire sans un endroit où habiter, a demandé Isabelle, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Tu ne peux pas rester chez Claudine pour toujours. Non, je ne peux pas, ai-je convenu. Et je n'en ai pas l'intention. En fait, j'ai déjà acheté ma nouvelle maison. Nouvelle maison? Où ça? Philippe semblait maintenant véritablement confus. J'ai souri, savourant le moment. Provence. Une petite villa aux alentours d'Aix-en-Provence. Du soleil toute l'année, des lavandes tout autour, une vue sur les montagnes à couper le souffle. Ça a toujours été mon rêve, vous saviez? Votre père et moi, nous avions prévu d'y déménager quand nous prendrions notre retraite. Mais ensuite il est mort, et je suis resté attaché au passé, aux obligations, aux illusions sur la famille. Le silence qui a suivi était assourdissant. Il me regardait comme si j'étais une étrangère, une imposteur qui avait pris la place de la mère soumise et prévisible qu'il connaissait. Mais c'est de la folie, s'est finalement exclamé Philippe. Tu as 74 ans, tu viens d'avoir un AVC, tu as besoin de soins médicaux constants. J'ai déjà tout prévu, ai-je répondu. Il y a un excellent hôpital à Aix, et j'ai engagé une infirmière qui viendra me voir 3 fois par semaine. Le reste du temps, j'ai l'intention de vivre, Philippe. Vivre comme je ne l'ai pas fait ces 20 dernières années, toujours en vous mettant en premier, toujours en me sacrifiant pour que vous ne manquiez jamais de rien. Et nous, a demandé Isabelle, sa voix maintenant petite. Nous ne te reverrons plus jamais? La question m'a prise par surprise. Pendant un bref moment, j'ai ressenti l'impulsion familière de réconforter, de céder, de mettre leurs besoins au-dessus des miens. Mais ensuite je me suis rappelé des mots dans le couloir de l'hôpital, peut-être vaut-il mieux laisser la nature suivre son cours. Et la dureté est revenue dans mon cœur. Cela dépend de vous, ai-je répondu. Ma porte sera toujours ouverte à mes enfants. Mais pas aux opportunistes qui voient leur mère âgée comme un fardeau ou comme un chèque à encaisser après les funérailles. Je me suis levé, m'appuyant sur la canne que j'avais personnalisée avec une finition élégante en argent, un cadeau que je m'étais fait, un symbole de la nouvelle Delphine. Si vous voulez avoir une mère, vous savez où me trouver. Si tout ce que vous voulez est un héritage, je suis désolé, mais ce train est déjà parti. J'ai tourné le dos et j'ai marché vers la sortie, chaque pas plus ferme que le précédent. Je ne me suis pas retourné pour voir leur réaction, leur visage déformé par le choc ou l'indignation. Ce chapitre de ma vie était clos. Sur le trottoir, Mathilde, qui n'était plus mon infirmière, mais maintenant une amie chère, m'attendait. Nous avions convenu qu'elle m'accompagnerait jusqu'en Provence, m'aidant à m'installer dans la nouvelle maison avant de retourner à Paris. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé, m'offrant son bras pour me soutenir. Libérateur, ai-je répondu, sentant le soleil de Paris réchauffer mon visage. Absolument libérateur. Pendant que nous marchions vers le taxi qui nous conduirait à la gare de Lyon,
où nous prendrions le train pour le sud, j'ai réfléchi au voyage extraordinaire qui avait commencé par un AVC et se terminerait par une renaissance. J'avais perdu beaucoup, ma santé parfaite, mes illusions, la confiance en mes enfants. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, la vérité, et avec elle, la liberté de vivre enfin ma vie selon mes propres termes. La villa en Provence était exactement comme je l'avais rêvé. Petite, mais charmante, avec des murs de pierre claire et des volets bleus qui contrastaient avec le ciel presque toujours limpide. Un jardin généreux s'étendait autour de la maison, avec des lavandes, des oliviers et une vieille vigne qui offrait de l'ombre sur la terrasse. Je me suis installé avec l'aide de Mathilde, qui est restée avec moi pendant les premières semaines. Ensemble, nous avons décoré chaque pièce, transformant ce nouvel espace en un foyer. Je n'ai pas apporté beaucoup de choses de Paris, seulement l'essentiel, quelques vieilles photographies, les livres que j'aimais le plus, et les lettres que Pierre m'avait écrites pendant nos fiançailles. Le reste, je l'ai laissé derrière moi, avec le poids des attentes et des obligations qui m'avaient emprisonné pendant tant d'années. Au début, la solitude a été un défi. Après des décennies à vivre à Paris, le silence de la campagne semblait presque assourdissant. Mais j'ai vite découvert qu'il y avait une communauté accueillante qui m'attendait. Des voisins qui apportaient du pain frais et des confitures maison, m'invitant à déjeuner sous les arbres. Le pharmacien local qui préparait mes médicaments avec une attention particulière. La bibliothécaire de la petite bibliothèque municipale qui me réservait les nouvelles parutions de mes auteurs préférés. Peu à peu, j'ai établi une routine. Le matin, je faisais mes exercices de physiothérapie dans le jardin, respirant l'air parfumé par les fleurs. L'après-midi, je lisais ou j'écrivais sur la terrasse, observant les couleurs changeantes des montagnes au loin. Une fois par semaine, j'allais au marché de la ville, appuyé sur ma canne argentée, achetant des produits frais aux agriculteurs locaux. Ma récupération physique a continué à progresser. Chaque jour, je sentais plus de fermeté dans mes jambes, plus de coordination dans mes mouvements. La parole est revenue presque à la normale, bien que dans les moments de fatigue, je trébuchais encore sur certains mots. 3 mois ont passé sans nouvelles de mes enfants. Aucun appel, aucun email, aucune lettre. Leur silence confirmait ce que je savais déjà, ce n'était pas moi qui leur importais, mais ce que je pouvais leur donner. Jusqu'à ce qu'un jour, en revenant du marché, je trouve une voiture inconnue garée devant ma maison. Et debout dans le jardin, regardant incertaines les lavandes, se tenait Isabelle. Je me suis figé un instant, mon cœur s'accélérant. Elle ne m'a pas vu immédiatement, et j'ai eu quelques secondes pour l'observer. Elle semblait plus mince, avec des cernes qui n'étaient pas là avant. Ses cheveux, toujours impeccablement coiffés, étaient négligemment attachés en un chignon lâche. « Isabelle » ai-je appelé, ma voix trahissant ma surprise. Elle s'est retournée, sursautant. Pendant un moment, nous nous sommes simplement regardés, 2 étrangères liées par le sang, séparées par bien plus que la distance géographique. « Maman » a-t-elle finalement dit, sa voix se brisant sur cette unique syllabe. Et puis, à ma grande surprise, elle a commencé à pleurer. Je ne sais pas à quoi je m'attendais de cette rencontre. Peut-être à des accusations, peut-être à des tentatives de manipulation pour retrouver sa place dans mon testament. Mais pas à cela, pas à cette vulnérabilité crue, cet effondrement complet sous mes yeux. Je l'ai guidée à l'intérieur de la maison, ressentant une étrange inversion des rôles. C'était maintenant moi qui la guidais, qui offrait une épaule pour pleurer, qui servait du thé dans des tasses délicates en attendant qu'elle se ressaisisse suffisamment pour parler. « Je suis désolée » furent ses premiers mots cohérents, les yeux rouges et gonflés. « Je suis désolée pour tout. » Je suis restée silencieuse, attendant. Les excuses sont faciles, la véritable compréhension de l'erreur, beaucoup plus rare. « Philippe et moi nous sommes séparés » a-t-elle continué, essuyant ses larmes. « Après ce jour au café, après ce que tu nous as dit, nous avons commencé à nous disputer. À propos de toi, de l'appartement, de l'argent. Et puis sur d'autres choses, des choses qui étaient enfouies depuis des années. » Elle a regardé par la fenêtre, vers le champ de lavande qui ondulait doucement avec la brise. Il voulait contester le testament,
engagé des avocats, allégué que tu étais mentalement incapable après l'AVC. Elle a fait une pause. J'ai refusé. Et quand j'ai refusé, il a dit des choses horribles. Sur le fait que j'ai toujours été faible, trop sentimentale. Que je n'avais pas ce qu'il fallait pour survivre dans ce monde. Isabelle a pris une gorgée de thé, ses mains tremblant encore légèrement. C'était comme si un bandeau tombait de mes yeux, maman. J'ai vu mon frère tel qu'il est vraiment. Et pire, je me suis vue telle que j'étais devenue. Quand exactement sommes-nous devenus ces personnes? Quand avons-nous cessé d'être ces enfants que toi et papa avez élevés avec tant d'amour? La question a flotté dans l'air, sans réponse facile. Je me l'étais aussi demandé d'innombrables fois pendant les nuits en Provence, contemplant les étoiles qui semblaient tellement plus brillantes loin des lumières de Paris. Je ne sais pas, Isabelle, ai-je répondu honnêtement. Peut-être que c'était progressif. Peut-être que j'ai échoué à certains moments cruciaux de votre éducation. Ou peut-être que c'est simplement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où la valeur des gens est mesurée par ce qu'ils possèdent, non par ce qu'ils sont. Elle a acquiescé, absorbant mes paroles. Après la dispute avec Philippe, j'ai commencé une thérapie. C'est incroyable comme j'ai dû tout perdre, toi, mon frère, mon image de moi-même, pour finalement voir la vérité. Et quelle est la vérité? Ai-je demandé doucement. Que je vivais une vie qui n'était pas la mienne, a-t-elle répondu, avec une nouvelle clarté dans sa voix. Mariée à un homme que je n'aime pas, dans une carrière qui m'étouffe, toujours en train d'essayer de prouver ma valeur à travers des réalisations externes. Toujours en train de courir, jamais vraiment présente. Pas même pour mes propres enfants. Ces mots m'ont profondément touché. C'était comme entendre un écho des réflexions que j'avais moi-même faites après l'AVC. Que as-tu fait alors? J'ai demandé le divorce, a-t-elle dit, avec un léger sourire triste. J'ai réduit mes heures de travail. J'ai commencé à passer plus de temps avec les garçons, à vraiment les connaître, pas seulement à les gérer comme un projet de plus. Et, j'ai cherché ton adresse auprès de Claudine. Le silence est retombé entre nous, mais maintenant c'était différent. Ce n'était pas le silence tendu d'adversaires, mais le silence contemplatif de deux femmes qui, séparées par une génération, vivaient des transformations parallèles. Je ne suis pas venue ici pour te demander de revenir dans ton testament, a continué Isabelle, comme si elle lisait dans mes pensées. Je suis venue parce que j'ai réalisé que j'étais en train de perdre la personne la plus importante de ma vie à cause de mon propre aveuglement. Je suis venue parce que j'ai besoin de ton pardon pour pouvoir avancer. J'ai regardé ma fille, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu, pour la première fois depuis longtemps, cette fille sensible et rêveuse qui avait l'habitude de s'asseoir à côté de moi pendant que je corrigeais des travaux scolaires. La fille qui me demandait la signification des mots, qui s'émouvait de poésie, qui pleurait quand nous trouvions un oiseau blessé dans le parc. Peut-être qu'elle n'avait pas complètement disparu, après tout. Peut-être qu'elle s'était simplement perdue en chemin, comme tant d'entre nous. Le pardon n'est pas quelque chose qui s'accorde en un instant, Isabelle, ai-je finalement dit. C'est un processus. Un chemin que nous parcourons ensemble, jour après jour, choix après choix. J'ai tendu ma main vers elle, et elle l'a saisie comme si c'était une bouée de sauvetage. Je suis disposée à commencer ce chemin aujourd'hui, si tu le es aussi. Cette nuit-là, Isabelle a dormi dans la petite chambre d'amis que j'avais préparée sans jamais m'avouer pour qui c'était. Le lendemain, je l'ai présentée à mes voisins, je lui ai montré les coins préférés de ma nouvelle ville, j'ai partagé les histoires de ma récupération et de mon adaptation. Elle est restée une semaine. Avant de partir, elle a promis de revenir avec mes petits-enfants le mois suivant. Il te manque, a-t-elle dit. Et moi, je manque de la mère que tu as toujours été, même quand je ne le méritais pas. Quant à Philippe, je n'ai pas eu de nouvelles de lui directement. Isabelle m'a raconté qu'il avait déménagé à Londres, acceptant une promotion dans son entreprise. Il a choisi son chemin, a-t-elle dit simplement. Tout comme nous avons choisi le nôtre. Les mois se sont transformés en une année. Ma première année en Provence, marquant aussi un an depuis l'AVC qui avait failli m'ôter la vie, mais qui, ironiquement, m'avait appris à vivre. Isabelle a tenu sa promesse.
Elle et les garçons sont venus régulièrement, remplissant ma maison de rires juvéniles et de l'énergie chaotique que seuls les enfants peuvent apporter. Lors d'une de ces visites, elle a apporté de vieux albums photos qu'elle avait sauvés de l'appartement avant la vente. Ensemble, nous avons revisité le passé, racontant des histoires, riant de souvenirs longtemps oubliés. Sur une photo en particulier, d'un pique-nique au jardin du Luxembourg quand les garçons étaient petits, j'ai remarqué quelque chose de curieux. « Regarde comme nous sourions tous », ai-je commenté. Cela semblait être un jour parfait. Isabelle a regardé de plus près. Je me souviens de ce jour. Ce n'était pas parfait. Toi et Philippe vous êtes disputés parce qu'il est arrivé en retard. J'étais contrariée parce que Jean était tombé malade la nuit précédente. J'étais épuisée. Mais sur la photo, nous sourions tous, a-t-elle complété. Je pense que nous avons passé tellement de temps à essayer de paraître la famille parfaite que nous avons oublié d'être simplement une famille, avec tous ses défauts et ses imperfections. Son observation est restée avec moi longtemps après son départ. Combien d'autres choses dans ma vie avaient été ainsi? Des surfaces polies cachant des fissures profondes? Des sourires masquant des douleurs non exprimées? L'AVC avait arraché tous mes masques, exposé toutes les fissures. Et au lieu d'essayer de les réparer hâtivement, j'avais opté pour quelque chose de plus radical, tout reconstruire, à partir de zéro, en acceptant les imperfections comme partie de la nouvelle structure. Pour mon 75e anniversaire, j'ai organisé une petite célébration dans le jardin. Isabelle et les garçons sont venus, bien sûr. Mais aussi Mathilde, qui travaillait maintenant dans un hôpital proche et me rendait visite régulièrement. Claudine, qui avait pris sa retraite et envisageait d'acheter une maison dans la région. Quelques voisins qui étaient devenus des amis chers. Et, à ma surprise, une figure que je ne m'attendais pas à voir, Monsieur Leclerc, mon vieil ami et notaire, qui avait fait le long voyage depuis Paris spécialement pour l'occasion. C'est lui qui a levé son verre pour un toast, après que le gâteau ait été coupé et servi sous la vigne qui donnait maintenant des raisins succulents. À Delphine, a-t-il dit, sa voix portant le poids de décennies d'amitié. Qui nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Qui nous a montré que le vrai courage n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever et de suivre un nouveau chemin. Pendant que tous applaudissaient et levaient leurs verres, j'ai regardé autour de la table. Vers les visages souriants, certains nouveaux dans ma vie, d'autres qui avaient été là depuis si longtemps qu'il était difficile de se souvenir d'une époque sans eux. Et j'ai ressenti une vague de gratitude si intense que mes yeux se sont remplis de larmes. L'AVC avait été, sans aucun doute, l'événement le plus traumatisant de ma vie. Il m'avait amené aux portes de la mort et m'avait forcé à affronter la pire trahison imaginable. Mais il avait aussi été le catalyseur pour la vie la plus authentique et la plus épanouissante que j'aurais jamais pu imaginer. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que la maison soit retournée au silence, je me suis assise sur la terrasse avec un verre de vin local. Le ciel étoilé de Provence s'étendait au-dessus de moi, vaste et mystérieux. De quelque part proche, le son des cigales créait une symphonie nocturne qui était devenue la bande sonore de ma nouvelle vie. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis cette fatidique matinée à Paris, quand je suis tombée sur le sol de mon appartement. À l'hôpital, aux paroles dures de mes enfants dans le couloir, à la lutte pour la récupération, à la découverte de la trahison, à la fuite vers la Provence, à la réconciliation inattendue avec Isabelle. La vie suit rarement le scénario que nous planifions. Les méchants peuvent se racheter, les héros peuvent échouer, les fins heureuses peuvent venir de manière que nous n'aurions jamais pu prévoir. J'avais perdu beaucoup, c'est vrai. Mais j'avais gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la capacité de voir clairement, d'aimer consciemment, de vivre authentiquement. Et tandis que le vin réchauffait mon corps et que les étoiles illuminaient mon âme, j'ai finalement compris la leçon la plus importante que l'AVC m'avait enseignée. Parfois, il faut que quelque chose meure en nous pour que nous puissions vraiment commencer à vivre. Mes enfants ont voulu me laisser partir. Et, d'une certaine façon, ils l'ont fait. La Delphine d'avant, celle qui vivait pour les autres, qui étouffait sa propre vérité pour maintenir la paix, qui confondait sacrifice et amour, cette Delphine était partie pour toujours. À sa place,
une femme plus forte, plus sage, plus vraie était née. Une femme qui comprenait que l'amour véritable n'exige pas l'annulation de soi-même, que le pardon ne signifie pas l'absence de limites, que le bonheur n'est pas une destination, mais un choix quotidien. 4 mois après mon AVC, c'est moi qui ai décidé de partir. Non pas vers la mort, comme mes enfants l'avaient envisagé, mais vers la vie. Vers la vie authentique que j'avais toujours méritée, mais que je n'avais que maintenant le courage d'embrasser pleinement. Et quel voyage extraordinaire cela a été. Leçon finale que j'ai apprise. Les trahisons les plus douloureuses viennent généralement de ceux que nous aimons le plus, mais elles ne définissent pas notre valeur. L'âge n'est jamais un obstacle au recommencement, souvent, c'est précisément l'accumulation d'expériences qui nous donne la sagesse de mieux choisir. Le véritable amour ne calcule pas, ne mesure pas, ne comptabilise pas, il donne simplement, mais sans annuler celui qui aime. Les familles sont imparfaites, faites d'êtres humains faillibles, et l'acceptation de cette vérité est le premier pas vers des relations plus honnêtes. Notre valeur ne réside pas dans ce que nous possédons ou dans ce que nous pouvons offrir aux autres, mais dans l'authenticité avec laquelle nous vivons chaque jour. Parfois, nous devons tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment, et souvent ce n'est pas ce que nous pensions. Le pardon n'est pas un événement unique, mais un processus continu qui exige l'engagement des deux parties. Ne sous-estimez jamais la résilience de l'esprit humain, notre capacité à nous relever des cendres est presque illimitée lorsque nous trouvons un véritable objectif. Et, finalement, la leçon la plus importante, la vie est trop courte pour être vécue à moitié. Si vous respirez encore, il est encore temps de choisir la vie pleine que vous méritez. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de comment ou quand nous quitterons ce monde. Il s'agit de comment nous choisissons de vivre chaque précieux moment qui nous est donné. Et moi? J'ai choisi de vivre. Vraiment vivre, dans toute la gloire imparfaite que cela implique. Sans masque, sans compromis, juste avec la vérité de mon cœur comme boussole. Et quel merveilleux voyage cela a été point. À 74 ans, j'ai appris que la vie peut basculer en un instant, que ce soit à cause d'un AVC ou de la douloureuse révélation que ceux qu'on aime le plus ne nous aiment pas toujours de la même manière. Point. Je partage mon histoire non pas pour susciter la pitié, mais pour allumer une flamme de courage en chacun de vous qui, comme moi, vous êtes peut-être déjà senti de trop dans votre propre famille. Point. Peut-être avez-vous entendu des murmures dans le couloir, remarqué des regards impatients, perçu des visites de plus en plus brèves et espacées. Point. Combien d'entre nous, après des décennies à servir les autres, se retrouvent oubliés dans un coin de la vie de leurs propres enfants? Combien sentent leur valeur diminuer à mesure que les années passent et que la santé décline? Si mon récit a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans mes mots, s'il vous plaît, partagez votre expérience dans les commentaires. Nous ne sommes pas seuls sur ce chemin. Vos histoires méritent d'être entendues, vos douleurs comprises, vos victoires célébrées. Point. Rappelez-vous, il n'est jamais, jamais trop tard pour dire « ça suffit ». Il n'est jamais trop tard pour se choisir, pour défendre sa dignité, pour réécrire la fin de son histoire. Point. J'avais 74 ans quand je l'ai compris et cette prise de conscience, bien que douloureuse, a été aussi ma libération. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires comme la mienne. Des histoires de personnes qui, alors que le monde leur disait qu'elle était trop vieille, trop fragile ou qu'il était trop tard, ont répondu avec un sourire déterminé et ont fait le premier pas vers une nouvelle vie. Point. Car, mes amis, tant que nous respirons, il est encore temps de recommencer. Et parfois, les plus beaux chapitres de notre vie sont justement ceux que l'on écrit quand tout le monde croit que le livre est déjà fermé. Laissez votre commentaire dès maintenant. Votre voix compte. Votre histoire compte. Et cliquez sur « S'abonner », pas pour moi, mais pour vous rappeler chaque jour que la vie ne s'arrête pas quand les épreuves commencent. Je suis Delphine Martin, et à 74 ans, je ne termine pas mon histoire, je tourne simplement la page vers un chapitre meilleur. Point. Et vous? Quel sera le prochain chapitre de votre vie?